Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse de produits de bourse chez Société Générale. Alors au menu cette semaine, on va parler de Apple, d'Alphabet, du CAC 40, de Kaufmann & Broad, Kaufmann et de Safran. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les traders aguerris autour de la table, assis autour de nous. Alors Mathieu Lebrun, Agora Trading Lab, vous êtes responsable d'une newsletter, excusez-moi je vous coupe la parole, un service de trading. Merci d'être avec nous et merci bonjour Mathieu. Nicolas Schneller, bonjour, vous êtes responsable de Trading Institute. Bonjour Thibault. Vous êtes spécialiste de la bourse également, trader aguerri. Et Jean-Louis Cussac, on ne vous présente plus. Bonjour tout le monde. Responsable, formateur, responsable de Perceval Finance. Merci d'être avec nous Jean-Louis. Alors on va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour commencer, Mathieu Lebrun. Vous allez nous parler d'Apple. Ouais, exactement. Le géant. Le géant. Donc Apple, dans les trades que j'ai fait dernièrement, donc début septembre, j'avais pris position. En fait, je la surveillais dans le retour en comblement du gap que vous voyez qui a été ouvert début août. Consécutivement à une publication de résultats. Derrière, donc, on a vu un gros rebond du titre et en fait, on a eu un comblement du gap et derrière, la news en Chine avec les probables restrictions au minimum, voire interdiction d'iPhone dans le gouvernement, enfin, au sein des administrations chinoises, donc ont catalysé une grosse correction qui est allée assez vite. En fait, on est grosso modo passé de 88-89 $ à 177-175 $. Juste un petit retour en arrière, le gap c'était à la suite de mauvais résultats. Oui, hein, exactement. Et après, le titre s'était repris. C'était repris. Alors ça, c'est en plus quelque chose que j'aime bien moi en termes de trading, c'est-à-dire avoir un scénario, c'est-à-dire en fait Apple déjà sous les 200 $, ça venait depuis le début de l'été que je la surveillais et j'aime bien en fait avoir avec la thématique sur les taux longs, etc. On va peut-être y revenir après, mais donc j'aime bien en fait avoir comme ça un élément fondamental en termes de news flow, ce que j'appelle le news flow propre de l'action, du coup qui a dégradé, c'est-à-dire que pour moi là c'était un gap de rupture et je m'attendais à ce que si comblement il y ait ce qui a été le cas, que derrière il y ait des nouvelles ventes, ce qui a suivi, et derrière en fait ce que j'aime bien c'est avoir la petite news qui va bien, et c'était justement ce qui était tombé là il y a 3 semaines maintenant de mémoire sur la Chine, et donc voilà, et donc derrière on a eu une grosse correction appuyée, correction qui s'est étendue derrière avec la Fed, les taux longs qui remontent, et donc voilà, donc là moi je suis sorti en fin de semaine dernière en gain. Vous aviez pris position sur quel niveau? Sur le retour sur les 190, c'est ça? Alors en fait c'était un mercredi matin, ça devait être à la mi-septembre, juste quand la news sur la Chine est sortie, en fait c'était sur le Wall Street Journal, et donc en gros on était à 186, c'est-à-dire qu'on était remonté à 190 et après le titre commençait à faiblir en préouverture le mercredi, perdait alors moins 0,8 ou quelque chose comme ça, et moi je me suis positionné là à l'ouverture le mercredi, et derrière en fait ça a filé en ligne droite. Vous aviez un stop sur cette... J'avais une invalidation sur les plus hauts, vous voyez 198, c'est-à-dire que en gros, grosso modo une dizaine de dollars de risque quand on était vers 188 $, et je visais une zone cible autour des 170-172 $ pour être précis. J'ai sécurisé quelques gains dans un premier mouvement et j'ai soldé les puts là en 14 $ d'objectif, 10 $ de sécurité, c'est pas très équilibré, c'est pas votre habitude ça? Après, merci pour la... Je vois que vous êtes très... parce que généralement vous avez un rapport de 1 à 2. Alors après, disons qu'après, si on avait repassé les 190 $ consécutivement à la news, malgré la news sur la Chine, ça m'aurait fait tiquer, et j'aurais peut-être été plus prudent, peut-être sans attendre les 198 $. Maintenant, effectivement, j'avais au moins l'équivalent, enfin un risk-reward de 1 pour 1, voire au final quasiment 2 fois plus, c'est-à-dire qu'il y avait 20 $ à prendre sur 10 $ de risque initiaux par rapport aux 198, et au final une vente à 188 pour viser les 170, donc un ratio un peu 1 pour 2 sur la cible finale. Et qu'est-ce qui vous ferait revenir sur le dossier?
Pas grand-chose, pas grand-chose. Alors après, en fait, pour tout vous dire, là, j'ai des puts Nasdaq encore. C'est-à-dire qu'après, en fait, quand j'ai un mouvement qui se déclenche, j'aime bien faire tourner parce que dans mon service, j'ai rarement 10 positions ouvertes en même temps. C'est-à-dire que j'aime bien avoir ce qui me semble être le meilleur cheval sur lequel investir à l'instant T. Donc, il y a 3 semaines, j'avais pas encore de put Apple, de put sur le Nasdaq. J'avais des puts du coup sur Apple. Derrière, Apple a décroché. Le Nasdaq restait un petit peu haut. J'ai pris des puts Nasdaq après la Fed là, il y a 15 jours. Et donc voilà, donc j'essaye de faire tourner, c'est-à-dire que c'est marrant parce que c'était un client qui me demandait ça, parce que j'ai encaissé les gains sur les puts Apple la vendredi dernier. Et en gros, en substance, il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que vous passez haussier sur Apple, est-ce que vous pensez que c'est un bon moment pour l'acheter et je lui ai répondu non, c'est pas parce que j'encaisse des gains sur des puts que ça veut dire que je vais acheter des calls forcément. C'est juste que j'encaisse, j'ai pris 30% en 2 semaines et demie, j'encaisse. J'ai toujours des puts Nasdaq, donc il y a fort à parier que si le Nasdaq continue de baisser, je ne vois pas forcément Apple aller à 181 $ tout de suite. Je la vois peut-être plus latéraliser vers les 165, mais je pense qu'il y a peut-être plus à prendre sur le Nasdaq à l'instant T que désormais sur Apple autour des 170. Les signaux techniques vous paraissaient évidents pour une prise de position. Aujourd'hui, vous laissez un peu reposer. C'est-à-dire qu'après, dans le Nasdaq, il y a plein d'autres trucs. Il y a du Nvidia, du Tesla. On va rester un petit peu dans les... Merci beaucoup, Mathieu. On va rester un petit peu dans les technologiques avec Alphabet. Nicolas, vous êtes intéressé à Alphabet? On reste un petit peu dans le même environnement ou... On est un peu dans le même environnement. Il y a une chose qui change un tout petit peu, c'est que Apple est sujet effectivement à toute la partie chinoise. Ils ont ouvert leur premier magasin en Inde cette année et il y a peut-être un contrebalancement du secteur. Mais Google revient sur ses plus hauts d'il y a 2 ans, donc après la baisse. Google n'est pas sujet à la commercialisation, donc je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Elle a aussi un autre avantage, c'est que comme elle n'est pas commerçant dépendante, pour moi, elle va continuer à monter parce qu'on revient sur un plus haut. On arrive dans la période des publications de résultats. Donc dans une vingtaine de jours, on aura son résultat qui va sortir. Je trouve que la zone des 130 tient plutôt bien. 128,11, on est 2 fois on a pas mal. Dessus et ça constitue une résistance auparavant. Voilà, et il y a un autre élément qui me donne, qui pour moi est important, c'est que le Nasdaq descend, mais elle ne descend pas autant. Donc elle garde de la force, même dans un marché baissier en fait, qui est sur l'indice principal, elle reste dans les plus hauts sur ces valeurs-là. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les grosses valeurs du Nasdaq. Elles ont tendance à mieux résister que exactement. Que les autres. Sauf par exemple Apple, il y a quand même, puisque le Nasdaq est constitué de 40% des 7 plus grosses sociétés, il y a quand même un effet sur ces grosses sociétés. C'est vrai que c'est elles qui avaient le plus rebondi juste après le Covid, sur le retour, enfin en octobre-novembre 2022. Maintenant, on a, je trouve, un sujet qui est plutôt intéressant. On a vu aussi que ChatGPT, qui faisait très peur à Google, finalement, ce n'est pas tout à fait le même domaine d'activité, puisque ChatGPT, on n'y va pas pour faire une recherche sur Internet. On y va pour avoir, je sais pas, des documents, on va rentrer un sujet qui va nous traiter ce sujet, ce qui n'est pas du tout la vocation de Google. Et puis Google reste un mastodonte qui va se défendre sur ce sujet-là. Donc ça apporte effectivement une nouvelle audience sur un nouveau domaine. Pour moi, ChatGPT, c'est un nouveau métier. Ça n'a rien à voir avec Google. Et on commence à s'en rendre un petit peu compte. Donc la partie moteur de recherche de Google est toujours là. Après, est-ce qu'ils seront sujets un petit peu comme Apple, puisqu'on a quand même une guerre entre les États-Unis et la Chine au niveau commercial, est-ce qu'ils seront sujets à des restrictions, comme ils l'ont été par le passé, et puis les États-Unis avaient bloqué Huawei, jusqu'à emprisonner la fille du fondateur de Huawei à une époque. Donc il y a cette guerre sous Trump, en fait, il y a cette guerre qui est toujours un petit peu sous-jacente. Mais je pense que Google est beaucoup moins sujet puisqu'elle n'est pas commerçante. Voilà. Ils ont présenté leur nouveau téléphone il y a quelques jours, il y a 2 jours. Donc ils ont quand même pas mal de côtés positifs en fait, voilà, d'innovation. Et puis encore une fois, pour moi, elle est très solide dans un marché baissier. Très intéressant, merci beaucoup. Elle reste là. Merci beaucoup Nicolas. Jean-Louis, vous allez nous parler du CAC 40. Alors le CAC 40, on était dans un range depuis 5-6 mois. On est en train de tester un peu des supports. Ça me rappelle l'effet Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez. Dans une nouvelle qui s'appelle Puddin' and Wilson, ou la comédie des jumeaux extraordinaires, il disait une phrase intéressante, il disait « Le mois d'octobre est un mois particulièrement difficile en bourse. Les autres mois particulièrement difficiles sont janvier, février, mars, avril, mai, juin. » Vous comprenez la blague. Il s'agit en fait de dire que la bourse est très difficile, mais il y a quand même un effet psychologique sur le mois d'octobre, puisque le mois d'octobre, c'est la crise de 29, c'est le krach de 87, c'est aussi la crise des subprimes en 2008. C'est le 19 octobre en plus. Ouais.
Et c'est justement mon anniversaire. Donc, Ah bah oui, ça c'est très très inquiétant. je suis né un 19 octobre, donc oui, c'est vrai qu'à chaque fois, chaque année j'y pense. Je me souviens bien de ce 87 notamment. Ce que je faisais à ce moment-là, qu'on écoutait Top à Wall Street le soir. Jean-Pierre Gaillard? Non, C'était René Tondon, je crois. Peut-être. Alors, on va pas faire les anciens combattants. Alors, le mois d'octobre cette année, est-ce que vous pensez qu'on va décrocher ou pas? Non, mais ce qui est important, c'est ce que je pensais. Parce que rappelez-vous, au mois de juin, je vous ai dit, je n'achète plus de titres secs, je fais de l'arbitrage. Et dans mon scénario de fond, je ne suis pas devin pourtant, mais j'anticipe une dégradation à partir du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, je l'ai dit, je l'ai redit et je l'ai écrit. Alors, pourquoi? C'était basé sur la volatilité implicite. Seulement, la baisse n'est pas due à ce que j'attendais, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est pas que mon raisonnement était faux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est rien passé de particulier. Il n'y avait pas eu de détente de la volatilité implicite. Donc, ça ne vient pas de là. D'où ça vient, cette baisse? Et le marché était de plus en plus... il rebondissait de moins en moins ces derniers jours. Ouais. Et là, ce graphique date du moment où je vous l'ai envoyé il y a encore quelques... C'était quoi, il y a 2 jours. Et on a cassé ce 7030, puisqu'on est actuellement à 6970. Donc on l'a cassé hier. On l'a cassé hier et on a dit, on passe vendeur. Voilà, tout simplement. On a acheté pendant des semaines, des mois, et là, maintenant, on passe vendeur. Alors, sur ces supports, vous voulez dire, vous étiez 7030 cassés, on vend. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, l'idée c'est, ce marché, est-ce qu'il est fragile ou pas? La construction du marché, pour moi, reste solide. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. Ça veut dire qu'on peut éviter l'effet domino, on peut éviter l'effet panique, l'effet sell-off, etc. Les market makers, si vous voulez, sont vendeurs de put. Alors, on dit gamma négative put, mais bon, on va être... Vous n'êtes pas trop technique, Jean-Louis? Voilà, on va dire... Non, parce qu'après, on pense qu'on ne connaît pas trop le marché, mais l'idée, c'est qu'ils sont vendeurs de put. Mais à la différence de 2019, où je disais attention, barrez-vous parce que ça devient dangereux, à l'époque, c'était les gérants et les particuliers. Aujourd'hui, les gérants et les particuliers, ils sont acheteurs de put. Donc déjà, eux, ils sont moins sensibles à la baisse du marché. Les gérants sont plutôt protégés. Je vais reformuler. Vous dites qu'aujourd'hui, les gérants et les particuliers ont constitué des positions de couverture par l'achat de put. Ouais. Comme ça, ils ont immunisé le portefeuille. En partie, ils sont protégés contre une éventuelle baisse. Ils sont protégés peu ou prou, partiellement ou pas. Hein, ça dépendait. Parfois, il y en a qui ne sont pas protégés, bien sûr. Oui, bien mais sûr. Globalement, on n'est pas du tout dans la situation où un catalyseur extrêmement négatif pourrait faire écrouler le marché. D'accord. Donc en 2020, quelques semaines après, la fin 2019, où je disais barrez-vous, eh bien ça a été donc la Covid. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les taux souverains. Et c'est le cas depuis des jours et des jours. Et à force que les taux montent, on se disait mais comment les marchés tiennent? Et surtout quand on regardait les valeurs une par une, tout le monde le faisait, il disait mais oh là là, mais c'est quand même assez méchant. Et il y avait le cauchemar, ce que j'appelais le cauchemar des gérants, où ils achetaient une valeur avec des bons fondamentaux, etc. Et puis le lendemain, elle perd 10%, on ne sait pas pourquoi. La dernière, ça a été Edenred, par exemple. Bon, si, on sait pourquoi, mais est-ce que c'est pas surjoué? J'en sais rien. Mais en tout cas, on achète de l'Edenred, elle était plutôt pas mal graphiquement. Moi, j'en ai pas fait, mais... Et le lendemain, voilà, moins 10. Donc ça montre une certaine quand même fragilité, Ça montre que tout le monde réagit dans le même sens au même moment, mais ça prouve aussi que l'état du marché devenait de plus en plus précaire, on va dire. C'est assez paradoxal parce que vous montrez une certaine vulnérabilité par action, et vous dites que le marché dans son ensemble est résilient. Oui, il est résilient. Donc on peut s'attendre à ce qu'il descende à 6008, il n'y a pas de souci. Le fait est que... Et vous ne voyez pas un gros crack de 20%? Ça, je ne pense pas qu'on puisse avoir un fort mouvement. Et surtout, la nature de la baisse, pour moi, devrait être plutôt larvée, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on... Alors là, c'est le premier jour, on a vendu hier. Vous expliquez un petit peu votre terme? Larvé, ça veut dire... on baisse un peu, on remonte, on rebaisse, on remonte. Pas des mouvements et à chaque fois, on baisse un peu plus qu'on remonte, etc. Vous voyez, mais pas... un effondrement en ligne droite de 100 points, par exemple. Vous voyez un peu ce qu'on a eu ces derniers temps dans le dernier mouvement là, qui nous a ramené à 7030.
Bon, voilà. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de situation? Moi, le message que j'envoie, c'est que ce n'est pas un moment pour prendre de fortes initiatives. La situation est vraiment pas claire. Il y a évidemment les risques inhérents aux annonces des sociétés. Les résultats ne vont pas être formidables et les guidance non plus, les prévisions. Mais c'est attendu. C'est-à-dire que ça ne sera pas une surprise. Oui. S'il y a déception, oui, mais il n'y a pas de surprise. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas de surprise, les gérants, ils n'ont pas de raison d'appuyer sur le bouton de la vente et de partir comme des voleurs. Donc, la situation, elle est confuse. Il y a du mauvais, il y a du bon. Et on attend, si vous voulez, ils restent quand même, on voit persuadés qu'ils pensent que les taux finiront par rebaisser, que l'économie américaine va freiner, alors qu'elle est elle reste trop dynamique. C'est pour ça que si les dernières statistiques ont fait que les taux ont encore progressé. Donc ils pensent en deux mots, c'est que le dynamisme de l'économie américaine suggère que la Fed a encore de la latitude pour monter ses taux davantage. C'est ça. Donc c'est une menace. C'est une menace. Alors un coup c'est la menace, un coup c'est l'espoir, désespoir. Là on est un peu dans une phase de désespoir, entre guillemets. Les gens sont un peu dégoûtés de voir ces actions comme ça s'écrouler violemment. Donc il n'y a pas beaucoup d'initiatives et la baisse se fait sans volume. Ah Hier, oui. On fait encore 2,8 milliards. D'accord. Et c'est très très faible. Très bien. Parfait. Merci beaucoup Jean-Louis, très intéressant. Maintenant on va passer à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse, qui va nous parler d'un outil pédagogique, on va dire révolutionnaire. Révolutionnaire. Je n'aurais pas employé un terme... Comment s'appelle-t-il cet outil? Il s'appelle Sans question. Sans question. Voilà, la couleur est donnée. Sans, pas SANS? Non, sans le chiffre. D'accord. Voilà, et en fait, c'est beaucoup plus que sans question. Je vais vous expliquer. En gros, c'est un outil pédagogique qui vient d'être lancé par Société Générale Produits de Bourse pour aider les particuliers dans leur parcours d'apprentissage sur la bourse en général et sur les produits de bourse en particulier. Donc comment il fonctionne cet outil? Tout d'abord, il est disponible en libre accès et gratuitement sur notre site sgbourse.fr dans la rubrique sans question. En haut à droite, c'est ça? Voilà, en haut à droite du menu principal. Et en fait, alors je vous apprends rien, les neurosciences ont montré qu'on apprenait mieux quand on était actif dans son parcours d'apprenant. Du coup, on est parti de ce principe et on s'est dit, plutôt que de proposer aux gens d'apprendre et ensuite de se mettre à l'épreuve en quelque sorte, on va tout de suite les mettre à l'épreuve et quand ils n'y arrivent pas, ça va être l'occasion d'apprendre de manière active. Du coup, comment ça fonctionne? En fait, cet outil, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il est divisé en plusieurs piliers. Les notions clés boursières, les produits sans effet de levier, les produits à effet de levier avec barrière désactivante et les produits à effet de levier sans cette barrière désactivante. Et en fait, il va falloir débloquer les niveaux pour passer au niveau d'après. Donc, chaque niveau est constitué de 5 questions. C'est un quiz. Vous avez 5 secondes pour répondre à chaque question. Et il faut avoir un minimum de 4 bonnes réponses sur 5 pour passer au niveau d'après. Et si vous échouez, on vous redonne 5 autres questions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus en fait que 100 questions. Donc ce n'est pas du bachotage. Il faut vraiment maîtriser les notions pour arriver à passer au niveau suivant qu'il se débloque. Et donc quand on est bloqué sur une question, on a derrière une fiche pédagogique, comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, là j'ai pris notions clés, les familles de produits, qui va vous réexpliquer en fait quelles sont les notions qui vous manquent pour réussir à ce quiz. Et donc ces fiches pédagogiques sont très concises, il y a des schémas, il y a des vidéos, il y a des documents pour aller plus loin bien sûr si on le souhaite. Et donc ça permet finalement quand on a fini ce module de 100 questions d'avoir balayé toutes les notions les plus importantes sur les produits de bourse. Plutôt que de lire une brochure de 40 pages sur les produits de bourse et après essayer de faire un QCM, là on va y aller petit à petit, c'est ça? Exactement. Par niveau, du plus facile au plus compliqué. Exactement. Pour progresser. Et puis on peut commencer le module, le faire reposer un peu et puis le reprendre. Ah bah oui, l'idée c'est pas de le faire d'un bloc parce que c'est quand même un module vraiment très complet où il y a beaucoup de questions. Et donc sur chaque notion clé, en fait, sur chaque pilier, en fait ces 4 piliers, vous avez effectivement 4 niveaux. Le premier pas, débutant, intermédiaire, avancé et expert. Donc ça permet vraiment d'aller en profondeur sur les différents sujets et de varier en fonction des piliers les fondamentaux que vous apprenez. Merci beaucoup Léa Gézéquel, très intéressant. Je rappelle le nom de l'outil, c'est Sans question. Exactement. Sur le site SG.
Ah bah bien sûr, Ah bah oui, bien sûr. il y a les 100 réponses. Derrière chaque question, il y a une fiche pédagogique. D'ailleurs, En fait, les gens qui ne souhaitent pas faire le quiz peuvent juste aussi consulter les fiches pédagogiques. L'idée, c'est quand même de se tester et d'apprendre en se testant, mais c'est tout à fait possible. Et rassurez-vous, aussi de s'en c'est serrer comme accessible, d'une hein. bibliothèque C'est ludique. pédagogique. c'est ludique et c'est comme un peu un serious game. C'est-à-dire, Alors, on ne parle pas de jeu parce que la bourse est tout sauf Oui, un jeu. non, très sérieux. Mais, C'est pour mais- apprendre de manière Voilà. ludique, En- de manière plus En facile se testant. et par étapes. C'est intéressant parce que les gens se jettent sur les graphiques et apprennent jamais le fonctionnement de la bourse. Et malheureusement, quand ils apprennent pas ça, ils passent à côté de beaucoup de choses. Et quand on connaît le fonctionnement des marchés un petit peu mieux, on a des performances qui s'améliorent parce qu'il n'y a pas que les graphiques dans la vie, quoi. Quand on C'est le comprend aussi formateur la qui parle. complexité, Exactement. la complexité Ouais, des tout à marchés. fait. Merci infiniment. On va passer à la prochaine rubrique. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe. Chacun des traders assis autour de la table a 60 secondes, pas 30 secondes, c'est un peu court, 60 secondes pour convaincre les deux autres, pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. On va commencer avec Mathieu Lebrun. Mathieu, vous allez nous parler du CAC 40. Dans quel sens? Hausse ou baisse? Plutôt baisse toujours. Attendez. On met le chronomètre à l'écran et vous allez avoir 60 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, à vous Mathieu. Donc, dans la continuité un peu de ce que disait Jean-Louis et de ce que même moi j'avais pu dire de mémoire le mois dernier sur ce plateau, sur le DAX, je crois à l'époque, on a des indices toujours faibles. En Europe, on a le problème qui se pose sur les indices, c'est qu'autant aux États-Unis, on a une croissance qui tient et du coup qui se traduit par des taux longs qui continuent à monter. Le problème, c'est qu'en zone euro, la croissance, ça n'y est pas. On voit toutes les statistiques macroéconomiques qu'on a eues en juillet, en août et même là le mois dernier qui restent faibles et dans le même temps, on a des taux longs qui suivent le T-Note, le T-Bond aux États-Unis, donc des taux en Europe qui continuent à monter. Et donc, on a un effet ciseau qui est évidemment pas très favorable pour les actions. Ce qu'on constate aussi sur les valeurs moyennes, Nicolas, je crois, va y revenir, mais en gros, il y a pas mal de déceptions, de warnings sur de publications des Beneteau, plein de boîtes. Et donc, j'ai peur que sur la saison des trimestriels qui va débuter, qu'il n'y ait pas vraiment de grosses surprises. Et tout l'enjeu, comme l'a dit Jean-Louis, ce sera de voir de quel degré de déception il s'agira. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Alors, Jean-Louis, Nicolas, trade ou pas trade? Tout le monde est d'accord. Bon, on va passer à la question suivante. c'est-à-dire Jean-Louis. que- Non, mais alors, j'arrive pas à comprendre. 13 septembre, le graphique, pourquoi tu... Ouais, après, du coup, c'est quand j'ai pris des pots de CAC, en fait, donc que j'ai toujours. Ah ouais, c'est le jour où tu avais fait ta Ouais, après, ouais. Et du coup, après, présentation. j'ai pas Oui, alors, actualisé le on est graphique. en dessous Voilà. des Mais 7 là, on est un aujourd'hui. peu plus bas aujourd'hui. Ah bah oui. Non, puis en plus, on avait baissé. Oui. Donc, l'idée, c'est en effet de jouer, d'investir à la baisse, on va dire. Les probas sont plus importantes. Maintenant, la question qui se pose, en effet, c'est 6008 le gros objectif. Est-ce qu'il va être atteint plus ou moins rapidement? Dans quelles conditions? Vous êtes d'accord sur cet objectif des question 6008 tous? Disons que ouais, après moi peut-être plus après si on doit y aller, il y a une zone en report en fait parce qu'on avait un gros range entre 7050 7005 donc si on reporte schématiquement 450 points d'amplitude, ça nous fait peut-être sur les 6650 6008 mais je pense que voilà, si on doit retomber dans les creux de mars, ce sera plus une zone d'achat que de Nicolas, vous avez Ouais, puis on a un petit support à 6 minutes aussi. Après, je suis d'accord avec ces messieurs parce qu'effectivement, la hausse des taux fait que la consommation commence à baisser, que c'est de plus en plus difficile. Donc, on va commencer à le ressentir dans les chiffres qui vont paraître, à mon avis, au mois d'octobre, dans les 15-20 jours. On dit d'ailleurs qu'il faut 18 mois pour une hausse des taux avoir son effet sur l'économie. Donc on y arrive. Hein. C'est-à-dire que pour que ce soit visible dans les publications de résultats, ça va commencer à être le cas là, sur les publications d'octobre, enfin de ce mois-ci jusqu'au... Après, le pire, c'est qu'il y a quelques publications, alors c'est des valeurs moyennes, donc c'est tout l'enjeu, à mon avis, ça va être de voir comment les big caps vont présenter leur guidance, comme l'a dit Jean-Louis, 2024. Par exemple, il y a des choses comme Beneteau qui a relevé ses objectifs pour 2023 et qui s'est juste montré prudent sur 2024 et consécutivement, le titre a perdu quasiment 15% malgré ce relèvement d'objectifs 2023. Donc ça montre
montre bien que le marché a peur un petit peu des perspectives 2024 avec l'environnement obligataire et la question qui se pose aussi sur plein de secteurs, l'immobilier, etc. Et voilà, et en termes de financement derrière, sur les valeurs moyennes, effectivement, la question se pose si on a des taux qui sont à 4% en Europe. Ça peut pas loin là. Le niveau d'endettement des sociétés qui sont un peu fragiles, les petites et moyennes, c'est le massacre. Enfin, c'est terrible. Hein. Moi, Surtout dans un espace aussi court. C'est-à-dire qu'en fait, on a une accélération à la baisse. Il y a plein de valeurs, c'est incroyable. Sur les small caps, je crois que le mois d'août, c'est l'un des pires. Enfin, c'est vertical, c'est-à-dire que ça ne se voit quasiment pas en comparaison dans le CAC. Mais il y a le CAC mid et small qui a dû perdre, je ne sais plus, entre 6 et 8%. Et je crois que le CAC small a perdu plus de 10% juste sur le mois d'août, en fait. Et depuis, plus c'est petit, plus c'est attaqué. Par rapport au plus haut, on a plus de 15 de baisse, je crois. Ouais, enfin, je n'ai pas les chiffres précis. On va passer. On a une petite conjoncture aussi entre l'inflation et puis la hausse des taux. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de gagner de l'argent. Encore un effet ciseau. Nicolas, c'est à vous. Vous allez nous parler de Kaufmann. Vous êtes familier du principe, ça y est, vous avez 60 secondes. J'attends le début du bip. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Kaufmann a publié des très bons chiffres il y a 2 jours, mais dans les très bons chiffres, quand on a regardé un petit peu l'analyse, ils sont déjà à moins 20% de réservation par rapport à l'année passée. Ils ont une jolie trésorerie, 50 millions d'euros, mais ils ont un titre, par exemple, comme Nexity, qui est dans le même secteur d'activité, qui a été beaucoup plus massacré qu'eux. Et on a une bonne résistance à 28. Maintenant, le secteur immobilier, c'est un secteur qui va doucement. On a quand même autour de nous de plus en plus de programmes qui ont du mal à se lancer. Et donc la hausse des taux commence effectivement, ce qu'on disait juste avant, à porter ses fruits, entre guillemets, c'est-à-dire à avoir des difficultés pour les grosses sociétés. Donc même si Kaufmann a des bons chiffres sur les 3 premiers trimestres de l'année, je pense qu'on va commencer à arriver à une période où ça sera de plus en plus difficile. Et puis voilà, cette baisse de réservation sur 9 mois, elle commence à inquiéter. Le secteur immobilier est vraiment en danger. On a d'autres valeurs du secteur immobilier qui souffrent beaucoup plus. Donc normalement, on a un effet de chaîne. Merci beaucoup Nicolas. 60 secondes pile. Quel timing. C'est pour une première, je vous félicite. J'ai essayé. Alors Jean-Louis, Mathieu. Trade ou pas trade? Alors j'ai pas suivi en fait, et du coup c'est quoi? C'est l'achat? À la vente. C'est un short Kaufmann. Donc short, ouais, je suis assez d'accord. Jean-Louis, vous n'êtes pas d'accord? Alors, entre-temps, c'est vrai que j'ai un avantage. L'analyse et l'apparition des résultats. Il y a eu les résultats qui sont sortis. L'action a perdu 8 et elle a regagné 8. Elle est revenue à 0, effectivement. C'est ça. Entre l'avant et la en fait, ça prouve bien qu'il y a quand même des interprétations qui sont très divergentes. Et là, quand on regarde le graphique à l'instant T, il n'y a pas de signal de vente. Il y a simplement l'idée que nous sommes sur une résistance et qu'on peut éventuellement vendre ce qu'on possède, mais pas vendre à découvert. Normalement, sur le plan purement technique, en tout cas. Enfin, évidemment, on peut toujours me dire, je vends à 27 et je mets un stop au-dessus de 28. Ok, mais je trouve que c'est... Pourquoi tu n'en aurais pas découvert? Je ne vendrai pas à découvert parce que je n'ai pas de signal de vente. C'est-à-dire que je n'ai pas le timing. En fait, sur ce graphique, peut-être qu'il peut dériver pendant 3 semaines. L'idée d'un trader, c'est d'avoir le market timing. C'est-à-dire, en fait, son argent, c'est important. Il faut qu'il soit disponible pour pouvoir faire des opérations. Nicolas, vous aurez votre droit de réponse. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de timing, je ne vais pas prendre une position et potentiellement attendre des semaines, des mois en attendant que ça baisse. C'est uniquement ça. Merci Jean-Louis. Mathieu, vous êtes d'accord avec Nicolas? Oui, pour faire juste l'avocat peut-être de Jean-Louis, c'est vrai que ce que j'aime bien dans le dossier, je crois, c'est l'aspect capitalistique, parce que je crois qu'il y a un gros actionnaire qui a plus de 20%, et donc historiquement, je crois qu'il y a un petit joker sur une éventuelle OPA ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qui me ferait acheter. Ce qui me ferait... Le côté positif, c'est aussi que ça tient mieux que les Nexity et autres. Donc, donc en gros, je pense si on doit la shorter, on short un peu l'un des meilleurs du secteur. Maintenant, moi, j'aime pas le secteur, j'aime pas le contexte obligataire, et donc voilà, schématiquement, c'est des choses que
que j'aime bien. Et alors pour le coup, là, après, là, moi, contrairement Bon, peut-être... trade ou pas trade Ouais, Peut-être contrairement, laissez-moi finir, j'arrive à la conclusion. Donc après, contrairement peut-être à ce que disait Jean-Louis, moi justement j'aime bien plutôt ces situations-là, et du coup c'est ce qui va dans le sens de Nicolas, où le risque est faible, c'est-à-dire qu'effectivement à l'instant T, il n'y a pas de gros signal. Maintenant, le pendant de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques, il y a un petit stop, peut-être au-dessus des 28 €, quelque chose comme ça. Et justement, sur la publication, là aussi, c'est que ça a été, alors du coup c'est intervenu dans l'intervalle où Nicolas a envoyé le graphique, mais en gros, le moins 8 plus 8, je pense que toujours en bourse, effectivement, c'est bien que ça ait terminé à flat à l'équilibre, mais je pense que l'important, c'est ce qui s'est passé dans les premiers échanges, et du coup, dans les premiers échanges, il y a eu des gros dégagements et dans des gros volumes. Et donc, je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que ça a été racheté derrière, mais je ne suis pas certain que ce soit suffisant pour catalyser de nouveaux acheteurs. Je pense que s'ils avaient dû être là, le titre aurait peut-être fini à plus 5 ou quelque chose comme ça. Pour conclure, Nicolas? Eh ben, je suis d'accord un petit peu avec Mathieu. Je comprends Jean-Louis. Maintenant, on arrive sur une résistance, donc on vend des hauts, et c'est ce qu'on aime bien faire. On n'a pas un gros risque parce que bon, 28, ça coiffe un petit peu. Je mettrais peut-être un stop aux alentours de 29-30, avec un objectif à 22. Donc ça fait un ratio entre les deux qui est plutôt intéressant. Et puis, effectivement, le jour de l'apparition des résultats, on a quand même eu un mouvement important. Donc je pense que les jours qui vont venir vont nous donner vraiment le sens. Très bien. Pas un gros risque, voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Jean-Louis, c'est à vous, bientôt, dans quelques instants, 60 secondes. On va mettre le chronomètre à l'écran, merci beaucoup. Sur le CAC, c'est ça? Safran. Ah non, Safran, pardon, excusez-moi. Mais à culpa. C'est pas grave. Safran, c'est parti. Je fais autre chose que le CAC. C'est vrai. 3, 2, 1, Jean-Louis, c'est à vous. Alors, c'est un groupe international de haute technologie, équipementier, aéronautique, espace défense. Fort consensus positif. Et d'ailleurs, la surperformance, c'est ce que j'apprécie du titre par rapport à l'indice, elle est facilement constatable. Aujourd'hui, même si le titre vaut 144, il a baissé un peu, il reste, si vous voulez, sur un repli de à peine 8%, enfin 6%, et l'indice dont il fait partie a reculé davantage. Donc, moi, je cherche encore des opportunités d'achat sur repli. Je pense que les zones mentionnées, 143 jusqu'à 142, c'est une zone d'achat qu'il ne faut pas laisser passer. Je m'aperçois que les perspectives du titre sont vraiment très bonnes, le S2, sur la marge, sur l'augmentation du trafic aérien, enfin tout est positif. Donc je pense qu'il faut acheter sur repli. Merci Jean-Louis. Alors, trade ou pas trade, Mathieu, Nicolas, nous avons un stop and go. Priorité au stop. Ou pas trade, moi, la contradiction. Je suis pas très acheteur des big cap, et alors Safran, je pense que ça a tenu pour l'effet dollar, c'est-à-dire que c'est comme Airbus, c'est des valeurs qui résistent bien pardon, justement, je me suis repris. Des gros exportateurs comme ça qui bénéficient indirectement de la baisse de l'euro-dollar. Maintenant, au-delà de ce facteur-là, il n'y a pas grand-chose qui me ferait l'acheter, et j'attends de voir effectivement la publication qui va suivre du coup ce mois-ci, mais personnellement je serais plutôt vendeur justement. Alors après ça dépend d'où Jean-Louis met aussi son stop dans l'idée d'un achat, mais j'ai peur que ça accélère du coup sous cette zone des 142-143, donc moi je serais plus d'avis de vendre en anticipation. Voilà. Nicolas? Moi, je suis plus positif, et effectivement, la zone d'achat est plutôt intéressante parce que tout le monde s'est réveillé après la guerre en Ukraine. Tous les pays ont commencé à réinvestir sur l'armement, donc Safran en fait quand même une bonne partie. Et puis, effectivement, j'aime beaucoup les actions qui résistent dans un marché baissier. Donc ça, on a quand même une preuve quand une action résiste dans un marché baissier, qu'elle a quand même des acheteurs, qu'elle a de l'intérêt par le marché. Donc c'est pas elle qui va tirer la cote vers le bas. Et effectivement, quand le marché va souffler un petit peu, on a ces valeurs-là qui, quand elles résistent et quand ça baisse, elles résistent. C'est quand le marché monte, c'est elles qui font les meilleurs scores en général. C'est un achat sur repli ou c'est un achat C'est un achat sur repli, dans la zone 143-142. Non, mais la boîte, elle a une très bonne diversification aussi dans la maintenance. Elle pèse plus de 3% du CAC. Donc elle a, alors je crois, la 13e valeur, c'est ça, numéro 13, j'avais noté. Et elle pèse 1,85 de l'Eurostoxx. Donc vous voyez, c'est une belle capi quand même. Et c'est la 18e valeur de l'Eurostoxx 50. Donc c'est quand même quelque part une valeur incontournable. Il y a du volume, il y a de l'arbitrage, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Non, vraiment,
Votre objectif? Ce qu'il faut trouver, si vous voulez, c'est en effet le bon niveau, le bon timing. Ça pourrait correspondre, par exemple, à 6008 sur le CAC 40, pourquoi pas, vous voyez? Ah oui, Si d'accord. jamais on avait comme ça... on a vu des valeurs comme Saint-Gobain qui ont un peu craqué ces derniers jours. Il y avait Air Liquide aussi. Il y avait, là, il y a Engie qui craque et tout ça. Donc peut-être qu'elle va craquer, mais ça sera justement l'occasion de s'y intéresser. Alors d'une manière prudente, avec des turbos par exemple, où là on limite son risque, ça peut être intéressant. On peut aussi l'arbitrer, attention, on peut l'arbitrer face au CAC, toujours pareil, c'est ce que j'ai proposé, hein, c'est-à-dire achat d'une valeur. Achat de call Safran, achat de put CAC 40, c'est ça? Voilà, par exemple. On n'est pas obligé de jouer que le directionnel, on peut jouer la surperformance d'un titre, en effet, par rapport On ne joue pas, hein, on investit en à bourse. son... Hein. On peut se positionner, effectivement. On peut, Très bien. Là, c'est quand même... enfin, la surperformance, c'est vrai que c'est pas quand même un investissement à très long terme, c'est un investissement qu'on peut réaliser sur des périodes un peu courtes et justement profiter d'une situation de confusion des marchés pour monter ce genre de position et la déboucler quelques semaines plus tard. Ça peut Très intéressant. Merci beaucoup Jean-Louis. On va passer à la rubrique à vos marques. Rubrique à vos marques avec le quiz attendu de Léa Jézéquel. Alors cette semaine, c'est quel sujet Léa? Ah, C'est la surprise à chaque fois. Ouais, hein, c'est la on sait surprise pas. à chaque fois. Je pense que c'est un sujet avec lequel vous allez être assez confortable. Ah. Je n'ai pas voulu trop vous malmener. Voilà. Pour une fois, pour une fois. C'est les différents types d'ordres. Voilà. Ah. On est vraiment sur le carnet Le carnet d'ordre. le carnet d'ordre, la bourse, les fondamentaux. Je pense que ça fera pas de mal. Alors, on commence. Donc, je vous rappelle les règles du quiz. On attend que j'ai énoncé la fin des réponses possibles avant de buzzer sous peine de disqualification. Alors, on peut avoir la main sur le buzzer. Hein, tous les coups sont permis. Par contre, une fois que j'ai fini d'énoncer les questions. On a quand même décidé, avec Mathieu, d'être très gentil. Pour la première de Nicolas, C'est gentil. Voilà. on va décaler de 2 secondes le fait C'est d'appuyer. tout à votre honneur. Précis. On y va. Un bel esprit de camaraderie. Allez, première question. Quel type d'ordre puis-je placer lorsque j'échange des produits de bourse? Donc, produits de bourse, varants, turbo, certificats. S'agit-il des ordres au marché et à cours limité? Réponse 1. Réponse 2, des ordres à cours limité et des ordres stop. Ou réponse 3, des ordres au marché, à cours limité et stop. On dirait, magnifique sonnerie. Je dirais le numéro 3. Exactement, Nicolas, bravo, belle entrée dans le quiz avec un bon point. Effectivement, tous ces ordres sont disponibles pour négocier les produits de bourse. Donc brièvement, on va rappeler l'ordre au marché qui est une quantité à exécuter au meilleur prix dans le carnet. Donc c'est un ordre prioritaire par rapport à tous les autres. L'ordre stop qui se déclenche lorsqu'une certaine limite est atteinte et qui devient alors un ordre au marché lorsqu'on est sur un ordre à seuil et non à plage. Donc ça, c'est vraiment un ordre qu'on va mettre finalement un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire, quand je suis acheteur, je vais mettre un ordre stop lorsque l'achat va commencer à monter. Donc, ce n'est pas pour limiter, pour améliorer son cours, mais c'est pour se protéger contre un renversement de tendance. Et enfin, l'ordre limite qui permet de dire je veux acheter à partir d'un certain niveau baissier et je veux vendre à partir d'un certain niveau à la hausse. Deuxième question. Quel type d'ordre est adapté à mon besoin si je souhaite maîtriser mon cours d'exécution? Est-ce l'ordre au marché, l'ordre à cours limité ou l'ordre stop? Jean-Louis. T'as pas le lumière. 2. Oui, effectivement, Jean-Louis, très bien. Les ordres limites ne... Facile quand même. Hein. Ouais. Ah oui, ah, ça va, mais le premier aussi. C'est pour les gens qui nous regardent. Là, c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu facile. Les ordres à cours limité, effectivement, ils ne peuvent être exécutés qu'à la limite de cours qu'on a fixé ou mieux. Donc l'avantage, bien sûr, c'est de maîtriser son cours d'exécution, de se fixer un objectif avantageux. Mais l'inconvénient, par contre, c'est que contrairement à l'ordre au marché, la quantité de titres souhaitée peut être partiellement ou pas du tout exécutée si le cours n'est pas atteint. Donc on s'expose potentiellement à des exécutions partielles, à des cours différents. Un point pour Jean-Louis, un point pour Nicolas. Mathieu, à vous de jouer là. Hein. Troisième question. Quel type d'ordre est adapté à mon besoin si je souhaite exécuter mon ordre immédiatement pour la quantité souhaitée? Est-ce l'ordre au marché, l'ordre limite ou l'ordre stop? Ah, J'ai un peu Mathieu. triché. Quelle rapidité.
Comment ça, vous avez triché? Non, mais du coup, parce que j'ai regardé Jean-Louis et j'ai senti la demi-seconde de retenue. Votre réponse? Donc la une, ouais. Effectivement, le gros intérêt de l'ordre au marché, c'est qu'il est prioritaire sur tous les autres types d'ordres. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune maîtrise du cours d'exécution. Donc en cas de gap, d'un coup, on peut effectivement appuyer sur le bouton et se retrouver avec un cours d'exécution qui n'est pas favorable. Il reste 2 questions pour vous départager. Attention, l'enjeu est énorme. Regardez le spasme de ma main. C'est ça. 4e question. 4e question. L'ordre est adapté à mon besoin si je souhaite limiter mes pertes. Est-ce l'ordre au marché, l'ordre à cours limité ou l'ordre stop? Nicolas. C'est dur. Allez, ça Il a permis d'arrêter. C'est l'ordre stop. Très bien, Nicolas. Effectivement, alors il y a 2 types de stop. Il y a l'ordre stop à seuil de déclenchement. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on a dit, se déclenche pour l'achat à un cours au-dessus du spot et à un cours au-dessous du spot pour une vente, donc qui permet de se prémunir d'un retournement de tendance. Et cet ordre à seuil de déclenchement, une fois qu'il est déclenché, il devient un ordre au marché. Ça veut dire qu'on ne va pas maîtriser le cours d'exécution de notre seuil de déclenchement. C'est pas systématiquement au seuil qui va être exécuté. Exactement. Il va être déclenché, mais potentiellement, si la seconde d'après, le cours est très différent, voire défavorable, on n'a pas de maîtrise sur ce cours. C'est pour ça qu'il existe aussi un ordre stop qu'on appelle un plage de déclenchement, qui là est un peu plus complexe, puisqu'en plus de ce niveau de déclenchement, comme dans un seuil de déclenchement, on va fixer un cours limite. Donc en fait, au lieu de se transformer en ordre au marché, il se transforme en ordre à cours limite. Donc à l'achat, bien sûr, la limite va se fixer à un cours maximum à ne pas dépasser. En cas de vente, un seuil baissier Minimum. maximum, minimum. Tout à fait. Donc l'avantage, c'est qu'on se protège en cas de renversement de tendance, mais que là, on a une maîtrise du cours d'exécution, contrairement aux ordres à seuil de déclenchement. Le risque juste, c'est que s'il y a un gros gap ou un gros écart par rapport au niveau limite fixé, C'est pas fait. On n'est pas fait. sorti Mais c'est sur la fait pour ça. On n'est pas sorti sur la quantité forcément souhaitée. En fait. Effectivement, puisqu'on se transforme en ordre à cours limité, Il du peut pas coup, être on a fait. les mêmes Il peut être fait inconvénients. partiellement. Ouais, partiellement surtout. Ça m'est déjà- Donc gros, là, l'arbitrage la se fait bonne toujours entre réponse être a été exécuté. donnée par Oui, Nicolas. on repart sur le début de Pour la une première, bravo. Merci. Vous menez la barque. Léa, dernière question. Et dernière question, attention, là, tout va... Voilà, et tout à fait. En quoi le mécanisme de déclenchement d'un ordre stop and quote diffère-t-il de celui d'un ordre stop classique? Est-ce qu'il n'y a aucune différence? Est-ce que le stop and quote se déclenche sur le cours coté lorsque le stop classique se déclenche sur le dernier cours traité? Ou est-ce que le stop se déclenche sur le cours coté lorsque le stop and quote se déclare sur le dernier cours traité? Alors, moi, je vois pas trop en fait. Oh là là. Oui, si tu peux Ah ben, décrire. moi, j'ai pas compris grand-chose. J'essaie de lire, en effet, Ouais. j'arrive pas. Alors là, on voit les limites de nos spécialistes. Non, mais en plus, le stop j'ai la and réponse, quote, perso. je connais pas cette. Voilà. Ah. On a- Ah, je vous le dis. Alors lancez-vous, lancez-vous. Donc, je pensais que quelqu'un. Essayez de réfléchir à la dénomination cours. de l'ordre. Non, mais j'arrive pas. Pour moi, c'est un ordre qui est lire. exécuté sur la. Jean-Louis, il faudrait avec que comme vous... limite la première Mais demande ou dites-le. première offre. Mais appuyez, lancez-vous. Mais je vois pas laquelle réponse. Il faudrait que... Je vais appuyer. Allez, on se lance là, on perd du temps. L'ordre stop sur le dernier cours traité. Non, sur. Traité ou coté? C'est ça la... Stop and quote, c'est traité ou coté? Ah, c'est ça la question. Ça se déclenche sur un cours traité ou un cours coté? Un cours dans le carnet, Un quote. un milieu Ah de oui, fourchette Ouais, ou, c'est ou une dans le carnet, exécution? ouais, dans le carnet. Ah, voilà, dans le carnet. Alors c'est la 2 ou la 3? C'est la première. Donc, Traité. Traité. Ah, oui, donc c'est la question. Mais je vois pas, en fait. En C'est- toute c'est à cause franchise, de je vois la. Bon, allez, on Voilà, donne à c'est Mathieu. différent. On donne à Voilà Mathieu. une. Jean-Louis, vous Je vois pas cachez du les tout le réponses traité, de côté, j'ai même pas manière... vu. Non mais il s'agit d'écouter là, c'est un Ouais. capharnaüm. Allez, Effectivement, c'est la Bravo. deuxième. donc Voilà. 2, Alors, 1 pour Jean-Louis. un peu de contexte. Égalité. En fait, Alors, cet on ordre, il explique. a été créé pour le marché des produits de bourse, parce que sur les actions, il y a de manière assez basique des transactions en permanence, surtout sur les grosses actions. Sur les produits de bourse, c'est différent. Aujourd'hui, par exemple, Société Générale a 15 000 produits listés en permanence. Il n'y a pas des transactions tous les jours sur tous les produits de la gamme. Du coup, les ordres stop, En revanche, il y a toujours une possibilité d'acheter ou une possibilité de vendre parce que Et- le taux de marché est présent dans le carnet. effectivement. Du coup, les ordres stop qui, de manière classique, se déclenchaient sur les cours
négociés, sur les cours traités, n'étaient pas adaptés à ce marché des produits de bourse où il n'y a pas des transactions en permanence, même s'ils sont animés. Du coup, le stop classique est devenu un stop on quote, qui, comme son nom l'indique, se base non pas sur les négociations, mais sur les cotations. Et comme les produits de bourse, comme vous l'avez dit Thibaut, sont animés en permanence par l'émetteur à l'achat et à la vente, le stop se déclenche sur le cours coté et non sur le cours traité. Alors coté, après il peut y avoir des confusions, mais le cours coté, ça veut dire juste le milieu de fourchette du carnet d'ordre. La cote, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Enfin, donc le milieu de fourchette disponible à un instant T. Ouais, donc c'est vraiment une déclenche prévention spécifique. Exactement pour les produits de bourse. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Lebrun, Agora Trading Lab. Merci à Nicolas Schneller, Trading Institute. Et merci à Jean-Luc Hussac, Perceval Finance, pour ce numéro de Trade ou Pas de Rêve. Merci beaucoup Léa, vendeuse Société Générale Produits de Bourse. Si vous aimez cette émission, cliquez sur j'aime. Et puis rendez-vous la prochaine fois.